Pendant des décennies, le nom de Michel Mercier a été synonyme d'élégance, de désir et de grandeur cinématographique. Aux yeux du public, elle semblait mener la vie que la plupart des gens n'osent qu'imaginer, entourée de beauté, de succès et de privilèges. Pourtant, derrière le mythe construit autour de son nom, se cache une réalité bien plus complexe, façonnée par une célébrité qui a tout donné et tout autant repris. En 2025, alors que son nom continue de circuler entre admiration et rumeur, une question demeure. Que signifie réellement le luxe dans la vie de Michel Mercier? L'illusion de la richesse et le mythe d'une fortune. Pour comprendre le prétendu luxe entourant Michel Mercier en 2025, il faut d'abord déconstruire l'illusion qui la poursuit depuis l'apogée de sa célébrité. Dans l'imaginaire collectif, Mercier demeure à jamais Angélique, la femme qui a rempli les salles, conquis l'Europe et incarné le glamour dans sa forme la plus pure. Cette image s'est imposée pendant plus d'un demi-siècle, amenant beaucoup à supposer que sa vie ultérieure devait naturellement être entourée de richesses, de propriétés somptueuses et de sécurité financière. La vérité, pourtant, raconte une toute autre histoire. Au milieu des années 1960, lorsque les films angéliques dominèrent le box-office et faisaient de Mercier une star internationale, la structure financière de l'industrie jouait largement contre les interprètes, en particulier les femmes. Malgré 5 films au succès considérable, elle percevait un cachet fixe de 50 000 francs par film, assorti de pourcentages minimes sur les rediffusions télévisées et vidéo. Au total, les gains issus du rôle qui a défini toute sa carrière s'élevaient à environ 250 000 francs, une somme modeste même pour l'époque. Des décennies plus tard, elle résumera cette réalité avec une lucidité brutale. C'était le rôle de sa vie, mais il ne l'a pas enrichi. Avec le temps, ce déséquilibre financier est devenu le socle d'un mythe tenace. À mesure que les films angéliques continuaient d'être diffusés, redécouverts et célébrés par de nouvelles générations, l'idée s'est imposée que Mercier devait vivre d'une immense fortune générée par ses succès passés. En réalité, les royalties étaient négligeables et les bénéfices financiers à long terme largement absents. Si son image continuait de produire une valeur culturelle, elle ne se traduisait pas par une richesse personnelle durable. Cette dissociation a atteint son paroxysme à la fin de l'année 2025, lorsque des articles sensationnalistes ont affirmé que Mercier était devenue l'une des actrices les mieux payées au monde, affichant des dizaines de millions d'euros de revenus, des entreprises de luxe et des partenariats prestigieux. Ces récits se sont propagés rapidement, alimentant le fantasme d'un retour financier triomphal sur le tard. Pourtant, en quelques heures, ces affirmations ont été officiellement corrigées et qualifiées de rumeurs infondées. Aucun empire du luxe, aucune fortune cachée, aucun retour soudain à l'opulence matérielle, seulement un rappel de plus de la facilité avec laquelle le mythe supplante la réalité lorsqu'il s'agit de figures légendaires. En vérité, le rapport de Mercier à l'argent a toujours été marqué par la contradiction. La célébrité a diffusé son image partout, mais la maîtrise de sa valeur lui a rarement appartenu. Les tentatives de redéfinir sa carrière après Angélique, à travers des projets internationaux, des ambitions de production et, plus tard, le théâtre, n'ont pas assuré une stabilité financière durable. Ses relations personnelles ont ensuite fragilisé ce qu'elle avait réussi à préserver, jusqu'à une trahison dévastatrice qui l'a laissé ruiner sur le plan financier. En 2025, le luxe associé à Michel Mercier ne se trouve plus dans des comptes bancaires ni dans des titres exagérés. Il réside dans quelque chose de bien plus sobre et intime, la liberté vis-à-vis de l'illusion, la distance avec le spectacle et un retrait délibéré d'une industrie qui l'a autrefois consumé. Comprendre sa vie aujourd'hui, c'est reconnaître que ce qui paraît glamour de loin dissimule souvent des décennies de pertes, de compromis et de résilience. Les maisons, une vie réduite à un seul lieu paisible. Lorsqu'on évoque aujourd'hui le luxe dans la vie de Michel Mercier, beaucoup imaginent de vastes villas,
de multiples résidences ou des propriétés disséminées à travers l'Europe. La réalité en 2025 est bien plus sobre et bien plus révélatrice. Mercier ne vit pas entourée d'excès. Elle a choisi de vivre en un seul endroit, qui représente l'ultime étape d'un long parcours loin du bruit, de l'ambition et de l'exposition. Née à Nice, Michel Mercier a passé une grande partie de sa vie à se déplacer entre des villes dictées par le travail, les relations et la nécessité. Paris, Rome, Genève et même Hollywood ont été autant de chapitres de son histoire, chacun porteur de promesses qui se sont rarement concrétisées. Pendant des années, sa vie a été marquée par l'errance, qu'il s'agisse de courir après des rôles, de fuir l'ombre d'Angélique ou de se reconstruire après des effondrements personnels. La stabilité fut une quête bien plus longue que le succès. Cette stabilité est finalement arrivée à Cannes. Depuis de nombreuses années, Mercier y vit paisiblement, dans une ville qu'elle connaît intimement, loin des tapis rouges qui ont fait sa renommée. En 2025, Cannes n'est pas pour elle un symbole de prestige, mais un refuge. Elle a décrit cette période de sa vie avec une simplicité désarmante, affirmant qu'elle était née avec bonheur à Nice et qu'elle vit désormais avec bonheur à Cannes, le soleil pour témoin. Aucun effort pour dramatiser son cadre de vie, aucune volonté d'afficher une richesse quelconque. Ce qui compte, c'est le calme. Sa demeure cannoise n'est pas exposée au public et très peu de détails en sont connus. Cette discrétion est volontaire. Après des décennies passées à être exposée, jugée, désirée et incomprise, Mercier a choisi l'invisibilité comme forme de protection. Elle évite les apparitions publiques, décline les invitations au tapis rouge et se laisse rarement photographier. Même les événements organisés en son honneur ne garantissent pas sa présence. Pour elle, la vie privée est devenue une forme de luxe plus précieuse que l'espace ou la valeur. Ce retrait n'est pas uniquement le fruit de l'amertume, il est aussi la conséquence de l'expérience vécue. L'instabilité financière, aggravée par une trahison survenue tardivement, a contraint Mercier à vendre de nombreux biens personnels, tableaux, meubles, bijoux et même des costumes portés dans les films angéliques. L'idée qu'elle puisse entretenir plusieurs propriétés ne correspond tout simplement pas à la réalité qu'elle a elle-même reconnue. Sa maison à Cannes n'est pas un trophée. C'est ce qui demeure lorsque tout le reste a été dépouillé. Il y a pourtant une forme de dignité dans cette simplicité. Cannes est le lieu où elle a trouvé un sentiment d'appartenance sans attente. C'est aussi là qu'elle a été officiellement honorée, recevant d'importantes distinctions culturelles en reconnaissance de sa contribution au cinéma français. Ces moments ne l'ont pas ramenée vers la vie publique. Ils ont confirmé qu'elle pouvait être respectée sans être à nouveau consumée. En ce sens, le foyer de Mercier ne se mesure ni en superficie, ni en valeur marchande. Il incarne une vie enfin ancrée. Après des années à être tirée par des rôles, des hommes et des promesses qui se sont dissoutes, elle a choisi un lieu unique, un rythme unique et une forme de richesse qu'on ne pourra plus jamais lui enlever. Si le luxe existe ici, il réside dans la permanence, et non dans l'apparence. Les voitures et le mouvement, de l'ostentation à la discrétion. Au sommet de sa célébrité, Michel Mercier parcourait l'Europe à un rythme imposé par les tournages, les avant-premières et les bouleversements personnels. Les déplacements étaient constants, souvent luxueux en apparence, mais rarement reposants. Dans les années 1960 et 1970, le mouvement en lui-même était un symbole de statut. Les stars devaient arriver, être vues, circuler. Voitures, avions et hôtels faisaient partie intégrante de la mise en scène du succès. Pourtant, en 2025, le rapport de Mercier au mouvement, et aux voitures en particulier, a complètement changé. Il n'existe aucune trace d'une collection de véhicules de luxe associée à son nom, ni d'une image soigneusement construite autour de voitures de collection ou de supercars modernes.
contrairement à nombre de ses contemporains, elle n'a jamais bâti son identité publique sur des possessions destinées à afficher la richesse. Même durant ses années de star internationale, l'ostentation matérielle n'a jamais été au cœur de la manière dont elle se définissait. Ce que le public interprétait comme du glamour provenait le plus souvent des costumes, de la lumière et du mythe, et non de la propriété. À mesure que sa carrière ralentissait et que sa vie privée devenait de plus en plus instable, le mouvement a cessé d'être un symbole de liberté pour devenir une source d'épuisement. Les déménagements vers Rome, Genève, Paris ou Hollywood n'étaient pas des caprices, mais des tentatives de fuir des étiquettes, de reconstruire une carrière ou de suivre des relations promettant une stabilité qui se transformait en déception. Chaque déplacement avait un coût émotionnel et financier. Avec le temps, Mercier a compris que le mouvement permanent n'était pas synonyme de maîtrise. Lorsqu'elle s'est retirée du cinéma et du théâtre au début des années 2010, ses priorités ont changé de manière décisive. À Cannes, elle ne mène plus une vie rythmée par les arrivées et les départs. La mobilité est devenue pratique plutôt que symbolique. Toute voiture qu'elle utilise répond à une nécessité, non à une image. Rien n'indique la présence de chauffeurs, de véhicules de collection ou de partenariats de marque. L'absence de spectacle est un choix assumé. La santé a également joué un rôle dans la redéfinition de son rapport au mouvement. Au fil des années, Mercier a subi de sérieux revers physiques, notamment des fractures, des hospitalisations et de longues périodes de rééducation. Ces épreuves limitent naturellement la mobilité et transforment le quotidien. Conduire, voyager, voire simplement sortir de chez soi deviennent des nécessités plutôt que des envies. L'idée d'un transport luxueux perd toute signification lorsque la stabilité et la convalescence priment. Ce qui émerge alors est une forme plus silencieuse d'indépendance. Mercier n'a plus besoin d'être vu en train d'arriver quelque part. Sa présence ne se mesure plus aux distances parcourues ni aux véhicules possédés. À bien des égards, le plus grand changement de sa vie ne réside pas dans le passage de voitures coûteuses à des modèles modestes, mais dans le passage du mouvement à l'immobilité. L'immobilité, pour elle, est devenue synonyme de sécurité. Cette transformation révèle une vérité plus large sur sa vie en 2025. Tout ce qui symbolisait autrefois le succès, la vitesse, la visibilité, le mouvement incessant, a été volontairement abandonné. Ce qui subsiste est un monde soigneusement contenu, où les déplacements sont limités, maîtrisés et privés. Dans ce contexte, les voitures ne sont plus des prolongements de l'identité. Elles ne sont que des outils, utilisés avec parcimonie, dans une vie enfin libérée de la représentation. La fortune en 2025, ce qui reste lorsque tout a disparu. En 2025, l'idée de la fortune de Michel Mercier relève davantage de l'imaginaire collectif que de la réalité financière. Son nom conserve encore un poids symbolique, évoque toujours le succès au box-office et un impact culturel durable, et pourtant, sa richesse personnelle ne reflète en rien l'ampleur de sa notoriété. Cette contradiction n'a rien d'un hasard. Elle est le résultat de décennies passées dans une industrie qui a récompensé l'image bien plus généreusement que les personnes qui l'incarnaient. Les bases de ce déséquilibre ont été posées très tôt. Bien qu'elle ait été la vedette de l'une des sagas cinématographiques françaises les plus rentables du XXe siècle, le contrat de Mercier pour les films Angélique ne lui garantissait aucune sécurité à long terme. Elle percevait un cachet fixe par film et seulement des pourcentages marginaux sur les diffusions ultérieures. Tandis que les films continuaient de générer des revenus pour les producteurs, les distributeurs et les chaînes de télévision, elle demeurait largement exclue de ce circuit financier. La valeur de son image augmentait d'année en année, mais sa part, elle, restait inchangée. Les tentatives de reconstruire une indépendance financière après Angélique se sont révélées irrégulières et souvent compromises par les circonstances. Des projets au succès commercial limité, des efforts pour produire ses propres films et de longues périodes d'absence à l'écran ont affaibli son pouvoir de gain.
plus destructrices encore furent ses relations personnelles. À maintes reprises, Mercier a accordé sa confiance à des hommes promettant stabilité ou partenariat pour se retrouver ensuite exposé, tant sur le plan émotionnel que financier. La plus dévastatrice de ces trahisons est survenue tard dans sa vie, alors qu'elle était déjà vulnérable. À la fin des années 1990, elle a été ruinée par un compagnon qui a abusé de sa confiance, falsifié sa signature et détourné plusieurs centaines de milliers d'euros. Les conséquences furent immédiates et brutales. Mercier a reconnu publiquement avoir été contrainte de vendre des tableaux, des meubles, des bijoux et même des vêtements portés dans les films angéliques. Il ne s'agissait pas de pertes symboliques, mais d'actes de survie. De son propre aveu, elle était ruinée. C'est dans ce contexte que les rumeurs apparues à la fin de l'année 2025 ont été particulièrement déconcertantes. Des titres affirmaient qu'elle était devenue l'une des actrices les mieux payées au monde, amassant des dizaines de millions d'euros grâce à des investissements, des partenariats publicitaires et des activités commerciales. Pendant un bref instant, le fantasme d'un retournement financier triomphal s'est imposé. Mais l'histoire s'est effondrée presque aussi vite qu'elle était apparue. Des correctifs officiels ont confirmé le caractère infondé de ces informations, illustrant une fois de plus la facilité avec laquelle la légende supplante les faits lorsqu'il s'agit d'une icône culturelle. Alors, quelle est réellement la fortune de Mercier en 2025? Elle ne se mesure ni en millions, ni en portefeuille d'actifs luxueux. Ce qu'elle possède est modeste, géré avec prudence et façonné par la retenue. Rien n'indique l'existence d'investissements importants ou de sources de revenus commerciales continues liées à son image. Sa réalité financière reflète celle d'une femme qui a appris, souvent dans la douleur, à vivre dans les limites imposées par d'autres depuis longtemps. Il existe toutefois une dimension plus profonde à cette histoire. Si Mercier ne possède pas l'abondance matérielle, elle a acquis quelque chose de plus rare, l'indépendance vis-à-vis de l'illusion. Elle ne participe plus à l'économie du mythe qui l'a autrefois consumée. Elle ne vend pas l'accès à sa vie et ne monnaie pas la nostalgie. Sa distance à l'égard des récits dictés par l'argent n'est pas un renoncement, mais une frontière. En 2025, sa fortune ne se définit pas par ce qu'elle possède, mais par ce qu'elle ne doit plus, aux producteurs, aux amants, aux attentes du public. Après des décennies d'exploitation et de pertes, cette liberté-là possède une valeur qu'aucun bilan comptable ne saurait chiffrer. Honneur, héritage et une autre forme de luxe. Lorsqu'elle a atteint le milieu de la soixantaine avancée, la perception de la vie de Michel Mercier a commencé à évoluer en silence. Pendant des décennies, on a surtout parlé d'elle à travers le prisme de ce qu'elle avait perdu. Rôle, opportunités, sécurité financière, reconnaissance d'une industrie qui avait pourtant largement profité de son image. Mais à un âge plus avancé, un autre récit s'est imposé, sans effacer la douleur du passé, mais en reconnaissant enfin son poids. En 2024, Mercier a reçu 2 des distinctions culturelles les plus prestigieuses de France, l'Ordre des Arts et des Lettres et la Légion d'honneur. Ces honneurs n'étaient assortis d'aucune récompense financière et ne l'ont pas ramené vers la vie publique. Ils sont venus comme une correction symbolique, une reconnaissance institutionnelle du fait que sa contribution au cinéma français avait depuis longtemps survécu à la négligence de l'industrie. À Cannes, la ville qu'elle considère aujourd'hui comme son foyer, Mercier a évoqué ce moment avec une dignité silencieuse, rappelant qu'elle était née avec bonheur à Nice et qu'elle vivait désormais avec bonheur à Cannes. Des mots simples, porteurs pourtant du poids de la survie. La reconnaissance ne s'est pas arrêtée là. Une exposition entièrement consacrée à sa carrière a été organisée à l'Espace Miramar de Cannes, célébrant son parcours de jeune danseuse à icône internationale du cinéma. Cette exposition n'avait pas pour objectif de raviver sa célébrité, mais de la redéfinir. Pour la première fois depuis de nombreuses années, son histoire était racontée selon ses propres termes, sans sensationnalisme ni déformation.
Qu'elle choisisse ou non d'apparaître publiquement lors de l'événement importait peu. L'hommage existait indépendamment de sa présence. Cette période de sa vie révèle une forme de luxe qui n'a rien à voir avec les maisons, les voitures ou l'argent. Elle réside dans le fait d'être laissée en paix, sans pour autant être oubliée. Mercier vit retiré par choix, évitant les tapis rouges, les interviews et la machinerie de la célébrité. Ce retrait est souvent interprété comme de l'isolement, mais il s'agit avant tout d'une forme de contrôle. Après des décennies durant lesquelles son image a été possédée, façonnée et exploitée par d'autres, elle décide désormais de ce qui doit rester privé. Son héritage, lui aussi, s'est solidifié au-delà de toute contestation. Angélique demeure une référence culturelle, sans cesse redécouverte par de nouveaux publics, diffusée à travers les générations et évoquée bien au-delà des frontières françaises. Si ce rôle l'a longtemps enfermé professionnellement, il est devenu, avec le temps, sa place définitive dans l'histoire du cinéma. L'ironie est cruelle, mais indéniable. Le personnage qui a limité sa liberté a aussi garanti qu'elle ne disparaîtrait jamais vraiment. En 2025, le luxe de Mercier n'est pas extérieur. Il réside dans la capacité d'exister sans avoir à se justifier. Elle n'a plus besoin de défendre ses choix, de corriger les rumeurs ou de rechercher la validation. La reconnaissance est arrivée tardivement, mais elle est arrivée sans condition. Et peut-être plus important encore, elle est parvenue à un stade de sa vie où la simple survie devient une victoire silencieuse. Ce dernier chapitre n'a rien de glamour au sens traditionnel. Il est sobre, privé et profondément humain. Mais après tout ce qu'elle a enduré, exploitation, trahison, ruine financière et déclin physique, cette sérénité représente la forme de luxe la plus authentique qu'elle ait jamais connue. La vie de Michel Mercier nous rappelle que le luxe ne se mesure pas toujours à l'argent, aux possessions ou aux applaudissements du public. Parfois, il se trouve dans la survie, la dignité et la liberté de vivre paisiblement lorsque tout le reste a disparu. Pensez-vous que le véritable luxe provient de la richesse ou de la paix après une vie de lutte? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de nous suivre pour découvrir d'autres histoires vraies derrière des vies légendaires.